Zut, j'ai pas ma... T'as pas ta cuillère? Elle est là. Ah. Ça filme, vas-y. Ouf, j'ai eu peur. Alors vous l'avez compris, on est avec le général François Leminck en tenue de sport, parce que forcément, jeudi matin c'est sport. Et on est en direct ou presque du musée de l'air et de l'espace du Bourget, sous le soleil du Bourget. Tu as chaud François déjà? Mais j'ai eu chaud ce matin, donc voilà, c'est Mets-toi bon. à l'aise, hein. C'est bon, c'est bon, c'est Non, bon. ça va aller? Ça va aller. Bon, François, on est Je vais devant tenir. le Mercure qui est un avion d'assaut, donc je sens que tu frétilles là, à Oui, l'idée de nous parler de cet avion. c'est un bien bel avion et de bien grands regrets. Donc, Mais il s'est oui, pas on va bien pouvoir vendu par tourner. contre, hein. Non, voilà, c'est ça, il s'est pas bien vendu. D'abord Dassault Marcel, Marcel, tonton Marcel. dans une autre vie, s'appelait Marcel Bloch. Oui, Et il avait fait un certain nombre de il était gonflé MB, d'ailleurs, hein. des avions comme le MB 160 ou 161. Mhm. Le 161 qui s'est appelé ensuite Languedoc, par Mhm. exemple, fabriqué par LSN Kazé. Donc Marcel Dassault avait quand même un passé avion civil assez fort. Et lorsque ces Mirage 3 ont commencé à se vendre correctement, il s'est dit, Ça le titillait, quoi. il serait peut-être temps de revenir à l'aviation civile. C'était le moment où, au même instant, on frétillait sur Airbus. Mais Airbus voyait plutôt un avion dans les 250 places à peu près. Et Marcel Dassault s'est avisé que, même en Europe et même dans le monde entier, 80% des lignes aériennes faisaient moins de 2000 km. 80% des liaisons aériennes. Il s'est dit, ah mais finalement il y a peut-être un marché pour un avion qui fait 2000 km, 150 passagers, un court courrier. Alors ça c'était un réflexe atavique d'avant-guerre, si tu Atavique, veux. pour ceux qui ne connaissent pas le mot, vous allez chercher, vous débrouillez vous-même. D'avant-guerre où les avions étaient vraiment catégorisés, moyens, en port léger, moyen et lourd, et puis court courrier, moyen courrier et long courrier. Et à chaque fois, la compagnie aérienne achetait un avion différent. Donc Marcel se dit, il n'y a pas à tortiller, il y a 1500 avions à vendre, je fais une rentabilité sur 200 machines, c'est bien le diable si j'arrive pas à les vendre. Donc il part là-dessus et il optimise son avion au maximum avec l'équipe qu'il a à cette époque, et finalement ils ont bien bossé. Puisque le proto qui est ici a été donné en 71. C'est un proto, non? C'est un avion de série. Là. Non, pardon, excuse-moi, tu as raison, c'est pas le proto. Tiens. Oui. N'oublie pas que tu parles sous mon contrôle. 71, 70, 71, le proto était donné pour 52 tonnes au décollage et 156 passagers maxi, mais avec un rayon d'action de 1800 km environ. Et Marcel avait déjà... Un rayon d'action ou une distance franchissable? Une distance franchissable. Allez, et de deux. Donc Marcel a une commande de 10 avions d'Air Inter dont il suppose que ça va être le début d'une grande épopée. Il avait vu quand même qu'il y avait un gros marché aux États-Unis et donc il n'avait pas fait comme Caravelle. Il avait tout de suite décidé de mettre un moteur américain, un JT8. Pour se mettre un motoriste dans la poche. Absolument. Et... Déjà pour que les avionneurs américains s'y retrouvent. Le proto, il avait des JT8 D11 et les avions serrés ont eu des JT8 D15. Ne me demande pas la différence. C'était quoi la différence entre le JT11 et le bien, D11 et le D15? Au lieu d'un 11, il y a écrit 15 à la place. D'accord. Donc il part là-dessus. Malheureusement, je pense qu'à ce moment-là, les Américains ont eu des petits soucis économiques. Je me demande si c'est pas... aussi. Hein. C'est pas à le ce Vietnam moment-là aussi, qu'ils ont... qui a coûté oui, cher. Tout à fait. Il y a eu ça. Attends. Il y a eu, d'une part, ils sont sortis de la parité avec l'or, la parité dollar-or, c'est à peu près ce moment-là. Les accords de Bretton Woods, c'est ça? Ils ont dévalué 2 fois le dollar, ce qui fait que l'avion a augmenté 2 fois de prix aux États-Unis. Et ensuite, en 71, effectivement, crise pétrolière. 113. Et là, ce qui s'est passé, c'est que... Merci. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les compagnies, voyant ça avec du carburant qui a été multiplié par 3 ou par 4, elles se sont refermées comme des huîtres et elles ont cessé tout type d'achat, bien sûr. Donc l'avion s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau dans cette configuration-là. À avoir finalement, techniquement, les jambes un peu courtes. 2000 km, il y a quand même beaucoup de compagnies aériennes qui, au même moment, avaient répondu en disant, dites...
80% font effectivement moins de 2000 km, mais moi, j'ai une ligne aérienne qui fait 3000 ou 4000, donc je veux que tous mes avions fassent 4000. Sinon, je vais être obligé de choisir l'avion qui va à ceci, cela, et ça ne m'arrange pas. C'est un très bon exemple de mauvais raisonnement et de cause à effet. Enfin, Exactement. Tu prends des données qui sont fiables, mais tu les interprètes de travers. Voilà. Et donc, Marcel, qui avait quand même un état d'esprit en créneau, et qui n'avait pas encore eu l'élargissement à se dire il faut que l'avion fasse un peu plus que ce que je suis en train de regarder, s'est retrouvé finalement à se dire que oui, il faudrait augmenter le rayon d'action de l'avion. Et là, on est parti déjà immédiatement dans des difficultés assez fortes, parce que le JT8 D15 était très bien, il n'y a pas de souci, mais au même moment où presque est apparu un autre moteur qui s'appelait le CFM56, tout nouveau, tout beau, avec une baisse de consommation assez radicale par rapport au JT8. On s'est mis à regarder, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un Mercure avec des CFM56 ? Quand on voit déjà la garde au sol du JT8, voilà. Là. Et voilà, tu as parfaitement résumé. On arrive dans les ennuis, si je puis dire, à savoir qu'on s'aperçoit que le CFM56 va être assez compliqué à installer sous la voilure d'un Mercure. D'autre part, la voilure à 116 m² est quand même un petit peu limite pour augmenter la masse, parce que quoi qu'il arrive, aller plus loin, c'est faire de la masse en plus au décollage. Et la poussée moteur n'est pas suffisante pour tout justifier au décollage. Donc l'avion se retrouve à devoir grossir un petit peu. Ça a commencé à donner lieu à un marasme qui a commencé en 72-73. Parce que là, on précise qu'on est devant le Mercure 100. Oui. Et là, le projet dont tu parles, c'était le supposé Mercure 200. Ouais. Le Mercure 200 qui a eu un grand nombre de configurations différentes, de définitions, qui étaient autant de propositions commerciales vers les compagnies aériennes, sans jamais vraiment en accrocher aucune. Alors le Mercure 100, il a fait ce qu'il avait dit. Je crois que pour la série, l'avion a volé à 56 tonnes, mais j'ai du mal à trouver les chiffres réels. 56 tonnes pour 156 passagers, en une seule classe chez Air Inter. Et bien sûr, chez Dassault, dans les bureaux d'études que j'ai rencontrés, que j'ai connus, les gens se gaussaient de dire que l'A320 faisait plutôt 70 tonnes pour le même nombre de passagers, à peu près, et de dire, vous voyez comme on était les meilleurs. On était les meilleurs, sauf que la capacité carburant n'y était pas. Et quand on serait parti en Mercure 200 vers le créneau A320, on aurait probablement fait quelque chose de pas très loin de l'A320. Un détail près, c'est que la machine existait déjà. Alors que l'A320, il a fallu le sortir ab initio. Là... Cela dit, le Mercure a été très apprécié par les équipages et il était très performant. Le fait qu'il ait été conçu chez Dassault, il y a eu un petit effet un avion... Je te prends le bâton de parole 2 secondes. Ouais, vas-y. Aïe. Pour évoquer un point que tu as passé sous silence, c'est la coopération internationale aussi. Tout à fait. Il n'a pas été fait que par Dassault. Enfin, tu vois, Dassault était maître d'œuvre. Je te propose de marcher un petit peu pour expliquer tes fautes. Beaucoup d'entreprises ont participé en Europe. Par exemple, j'ai eu Sapca, Alitalia, enfin non, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. C'est bien, je te rends ton bâton. Il y a eu la Casa, bien entendu. En Espagne. Et il y a eu MN, je crois, en Suisse. Et il y a eu Snecma et Bertin qui ont fait les inverseurs de poussée et le silencieux des réacteurs. Ce qui fait que finalement, si je me souviens bien, sachant que j'ai regardé ça il y a un quart d'heure. Ça fait loin déjà pour toi là. Oui, ça c'est beaucoup pour moi. Ouais. Donc la voilure est faite chez Dassault et le cockpit, toute la pointe avant est faite chez Dassault et ensuite il y a des morceaux qui sont faits. Est-ce que c'est pas à l'occasion de ce programme que Dassault, à la demande de la direction d'aménagement du territoire, je crois, Dassault a créé différentes usines dans différents sites comme Martignas, Seclin et compagnie. Il y a pas quelque chose de ce côté-là oui, pour distribuer un peu les charges de travail. Dassault anticipait la fabrication de 200 avions et il y a eu une gigantesque usine, par exemple, qui a été montée à Istres. Oui, à Istres qu'on a appelé, je crois, le centre d'assemblage Mercure. On appelle ça le hangar Mercure aujourd'hui. Le hangar à Mercure, qui est quand même très grand et très vide. Oui. Il a été tout de suite très vide parce que donc on a construit assez rapidement 10 machines, livrées tout aussi rapidement à Air Inter, qui s'en est très bien servi, qui en a été très contente. Marcel était vraiment très déçu de la tournure des Mercure, du programme Mercure en général. Mais il a passé une consigne importante et impérieuse. Il n'est pas question qu'Air Inter ait
la moindre perte de service par rapport au fait qu'il n'y a que 10 avions construits. Et donc c'est ce qui s'est passé. 10 avions de série plus 2 prototypes et Air Inter aimait tellement l'avion qu'ils ont récupéré un 11e avion, ils ont pris le deuxième prototype. Ils ont demandé le 02 pour le mettre au standard, d'exploitation. Et ils l'ont mis en ligne. Ouais. Ce qui a fait que tu as des PAX qui voulaient à bord d'un prototype. Ouais. Un ex-prototype. Un ex-prototype, mais quand même c'est énorme, c'est la gloire. Oui, tout à fait. Alors par exemple, ce que tu vois là, des petits détails. Montre-moi. Alors l'avion quand même, l'avion était quand même très optimisé pour les étapes courtes. Et donc il était demandé à cet avion de monter vite, de voler vite et d'atterrir et de descendre vite. Et par exemple, là tu vois, il y a un escalier complètement intégré sous la porte avant, qui correspond en gros à ce qu'il y a aussi sur le DC-9, il faut reconnaître. Mais enfin, sur le Mercure, il y avait ça. Il y a aussi des petits raffinements tout à fait, je dirais, superflus, en ce sens que j'avais un collègue qui me disait, chez nous, on fait parfois du juste trop, au lieu de faire du juste assez. Et par exemple, les becs. Et les becs ici, lorsqu'ils sont sortis, sont totalement jointifs avec le pylône du moteur, qui fait que l'air n'arrive pas à faire le tour, si tu veux. Et sur la partie avant, comme les becs sortent perpendiculairement au bord d'attaque, il y a forcément un trou qui va apparaître au niveau du fuselage. Et dans le bec qui sort au niveau du fuselage, il y a une pièce dans le bec qui attend son heure, et dès que le bec est sorti, cette pièce sort sur le côté et vient boucher le trou en roulant sur la petite bande grise que l'on voit juste à l'emplanture là, sachant que cette bande est là pour donner appui à cette pièce. La pièce doit être poussée par un ressort, je pense. Donc voilà le genre de raffinement qui aurait peut-être pu être évité sans perte d'exploitation majeure. Mais cet avion était vraiment très léger pour 156 passagers, faut reconnaître. Alors autre chose, comme il était très rapide, d'ailleurs tu peux juger un exemple du raffinement qu'il y a au niveau du pare-brise. Oui, qui est bombé. Et du nez. C'est pas seulement ça, c'est que le sillon entre le nez et le pare-brise frontal, cet angle est assez faible. Ce qui fait qu'en vol, le tourbillon qui va se créer au niveau de la cassure entre le nez et le pare-brise, ce tourbillon va être assez faible et ça va jouer sur le bruit qu'il y a dans la cabine, dans le cockpit. Alors autant le cockpit était relativement silencieux, autant à l'arrière avec les JT8, on en prenait plein les oreilles. Je sais pas, j'ai fait qu'un seul vol en Mercure. Ce que j'ai par contre constaté, j'étais monté à l'arrière, c'est qu'il y avait quand même un petit défaut d'amortissement en lacet. Tous les avions de ce type-là ont un amortisseur en lacet parce qu'il y a une tendance naturelle à ne pas être marsouiné, exactement. Et sur le Mercure, disons que l'amortisseur en lacet aurait peut-être pu bénéficier d'un réglage un peu plus fin. Donc les PNC à l'arrière n'étaient pas super contents, les PAX. Non, il ne faut pas dire ça non plus. On dit aussi que c'était assez bruyant à l'arrière. Oui, c'est possible, mais je ne l'ai fait qu'une seule fois. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de comparer. Alors ce qu'on voit aussi quand même, c'est que dès les premiers vols du prototype, les empennages, par exemple, ont pris un dièdre de 15 degrés vers le haut. Toujours pareil pour régler un petit problème de stabilité latérale. Ce que tu vois aussi au niveau du nez, c'est que le nez est assez pointu par rapport au standard qu'on peut avoir sur les avions de ligne. Quand on compare avec le 380 par exemple. Oui, c'est pas du tout pareil. Sachant que la 380 fonctionne parfaitement, mais cet avion-là pouvait faire du Mach 09 quand même. Donc les pilotes étaient assez contents de ça. Tu vois aussi quelque chose dont on a déjà parlé. Mais ce n'était pas les pilotes qui achetaient les avions dans les compagnies. Tout à fait. Et dont on a déjà parlé, dont tu vas me dire à quoi ça sert. Oui, on en a déjà parlé, François. Alors pardon. C'est pour guider les coups de foudre. Exactement. C'est-à-dire que comme tu as un radar météo à l'intérieur, voilà, bravo, comme tu as un radar météo à l'intérieur, le radome n'est pas conducteur. Et il est indispensable que le revêtement d'un avion, en composite, en ce que tu vas voir, c'est du plastique, exactement. Et comme un avion doit impérativement être métallisé sur toute sa surface, un coup de foudre qui s'attacherait sur le radome doit trouver assez rapidement un cheminement métallique qui lui permet d'aller sur la peau courante de l'avion. Si je me souviens bien, on en a parlé quand on a fait le sujet sur le super étendard du musée de Rochefort. Tu as très bien suivi. Vous allez tous voir les vidéos du musée de Rochefort qui sont vraiment exceptionnelles. Tout à fait. Et tout à fait, Thierry.
Je te félicite, tu Et as voilà. très bien suivi. Je Ouais. vois que tu étais là ce jour-là. J'étais là. Non, en fait, c'était un sosie. Alors ce qu'on voit aussi, alors là on ne le voit pas du tout finalement, c'est bien dommage. Ah ben Si on voilà. le voit un On peu. appelle ça un effet d'annonce. Ouais, on voit Tu sais que tu pourrais être au gouvernement. l'aérogénératrice. Moi, je te vois bien, ministre François. On voit tout au bout là-bas, à l'autre Oui. bout très loin, Ouais, très loin. l'aérogénératrice Ouais. qui donne l'électricité en ultime secours. La rate. La rate comme on l'appelle. Ouais. C'est une éolienne qui tire parti du fait que l'avion avance. Et en général, quand tu la sors que l'avion avance vite, elle se dilate, la rate, non? Non, du Non, tout. même Elle pas. reste à sa dimension normale. C'est incroyable. Cet avion fait 30,55 m d'envergure, ce que d'aucuns pourraient arrondir à 100 pieds Ouais. s'il avait fait 30,48 m. Mais il fait 30 m Non, 55. D'aucuns est un con, c'est bien connu. Tout à fait. Donc 100 pieds, c'est pour dire que le Falcon 10X fait un peu plus que 100 pieds d'envergure, Le Falcon 10X, donc on le rappelle, le Dont dernier, on- le dont dernier le- né de chez Dassault. et dont le premier vol ne devrait plus tarder. Oui. Et donc tu as signé pour le premier exemplaire, c'est bien ça? Non, Non, c'est pas j'ai toi pas pris le premier en fait. Ah, c'est pas toi, Non. d'accord. J'en ai- Alors il y a un truc qui m'impressionne et sur lequel Oui. je m'interroge, je François. t'écoute, et je te Parce que répondrai si possible. parle-moi de ce train d'atterrissage tiré. En fait, au lieu d'avoir une jambe droite, comme Ah on ben voit ça, partout avec un c'est- bogie, pourquoi oui, ils ça, ont c'est- fait une articulation avec... Ça c'est avec un train classique, tiré. c'est-à-dire que Bah tu non, c'est pas as... classique. Oh. Oui, J'ai c'est jamais vrai vu qu'il y a ça. d'autres avions, effectivement, vont avoir un amortisseur directement Voilà. dans le fût de train. Là, en l'occurrence, le choix qui a été fait, c'était plutôt d'avoir une articulation devant et un amortisseur qui se trouve derrière. Pourquoi? Mais pourquoi Pourquoi? Mais pourquoi? C'est... Alors là, Il n'allait pas se poser sur l'herbe, cet avion, quand même. non, du tout. C'est pas le genre Simplement, dans la faut maison. reconnaître que c'est un petit peu plus stable, effectivement, en termes de roulage en terrain, Ouais. terrain moyennement préparé. Terminé, ouais. Moyennement préparé, il faut Ouais. reconnaître. Il y a aussi le fait que du coup, lorsque le train est détendu, la jambe avance un peu, le Mhm. pneu avance un Ouais. peu, et ça peut éventuellement t'arranger pour la position rentrée de la D'accord. roue. D'accord. Ça peut être des ajustements de ce genre-là. Il n'y a Ouais. pas d'enjeu sur un choix de ce type. C'est quand même assez indifférent. 3 dates, parce que j'aime bien les dates, enfin Ouais. 4 dates. Programme lancé en 69, officiellement. Mais je pense que ça avait quand même démarré un petit peu avant. Non, parce que premier vol, Alors. mai 71, donc 2 ans après le lancement du programme. Ça On te a- paraît... Ouais, mais honnête, ça à cette époque-là, rappelle-toi quand même, il y avait Je me rappelle les pas, Mirage j'étais, 3, les ouais. Mirages expérimentaux qui sortaient. Il y avait le Mirage F1 par-dessus, il y avait des Mirage 3 qui étaient en fabrication. Donc c'était assez effervescent dans l'ensemble. Effervescent, d'accord. Effervescent. Et donc, il y avait aussi d'ailleurs le Falcon 20 qui lui aussi frémissait. Et donc, tu avais des bureaux d'études qui étaient surpuissants, si je puis dire. Par contre, ouais. une chose qu'il faut noter, c'est que ce Mercure-là n'était pas le premier de la série, loin de là. L'appellation de Mercure a commencé bien avant, dans une époque où les gens parlaient d'un avion de 50 à 55 places, pour lequel Marcel Dassault a tenté de faire le Falcon 30, qui était en fait le marché de ce qu'on appelait à l'époque la bulle. La bulle qui s'est avérée être les commuters, c'est-à-dire des avions vraiment régionaux, avec très peu de passagers, 50, 40 dans ces eaux-là. Ça a donné toutes sortes d'avions qui ont fini en fiasco, il faut reconnaître. Donc Marcel a essayé un Falcon 30 qui était basé strictement sur la voilure du Falcon 20, pour vous donner une idée, mais qui quand même transportait 30 passagers. Est-ce que la cellule du Falcon 30, c'est pas celle qui est dans un morceau de hangar à Bordeaux, au Conservatoire de l'air et de l'espace? C'est pas impossible, parce que le Falcon 30 a volé, Ouais. effectivement. À la suite du Falcon 30, il y a même eu des maquettes Salon du Bourget pour des Falcon 40 et Falcon 50. Toujours pareil, sur une base de 2 moteurs à l'arrière et des voilures plus ou moins trafiquées venant de Falcon 20. C'est à Montélimar qu'on a vu des très belles maquettes Oui, de toute on la a série vu, des Falcons. exactement. Et c'est ça, Allez cette regarder occasion-là vraiment que... allez regarder les émissions Tout sur... à fait. si vous aimez la boue et le Hunter, allez regarder l'émission aussi de Montélimar. Ça vaut son pesant de saucisse. Oui, c'est D'accord. vrai. Oui. Euh, Oui, là c'est bien, là quand même. Là, là, on est on est au sec. Là. Ouais, on est au sec. On est bien Tintin. Hein. Euh, Et donc, je finis sur mes dates, puisqu'on avait ouais. commencé là-dessus. Donc, mais bon, tu t'en fous, mais c'est pas grave. Premier vol 71, mais et entrée en service en 74. Donc, Assez 3 rapidement ans, ouais. quand même, 3 globalement. ans pour développer l'avion, le certifier, c'est rapide. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Hein. Alors depuis, il faut reconnaître que dans des avions sans souci,
Airbus a parfois fait, je crois que sur l'A310, ils ont été assez rapides dans les un an et demi aussi, dans ces eaux-là. Alors après, justement, le Mercure 200, là, il y a eu quand même un marasme assez fort. Marcel, avec le CFM56 qui traînait un peu trop par terre, il s'est aperçu qu'il fallait rallonger le train d'atterrissage. Est-ce que la voilure est vraiment plus basse que le 737, par exemple, sur lequel on a mis le CFM aussi? Oui, mais tout dépend de l'attitude du motoriste par rapport à la demande, à la question qu'on lui pose. Oui. C'est-à-dire que Marcel Dassault, avec 10 avions livrés chez Air Inter, n'avait pas le même poids que Boeing avec le 737 dans l'état où il était à l'époque. Peut-être que Boeing est allé voir General Electric, là où Marcel est peut-être allé voir Snecma. Oui. Là non plus, la réponse peut être très différente. Mais in fine, ça se rejoint chez CFM. Hein. Oui, tout à fait. Mais disons que je pense que les motoristes ont pris le Mercure de haut sur ce sujet-là. D'autre part, il faut reconnaître qu'il fallait modifier la voilure. Et dans un avion de ligne, dans un avion civil, modifier la voilure, petit détail, augmenter la surface ou augmenter l'envergure, on n'est pas très loin de refaire un avion. On peut essayer de le faire à la recopie la plus économique possible, il n'en a pas moins qu'il va falloir faire un sacré boulot. Donc, refaire un Mercure un peu plus grand, Dassault a commencé par aller voir McDonnell Douglas, qui lui-même avait le DC-9 à l'époque, et qui était un peu dans la même situation, à se dire comment je vais faire pour grossir un peu. Ça a donné lieu à des études qui s'appelaient ASMR, Advanced Short Medium Range. Dassault et McDonnell Douglas ont bossé quelques temps ensemble, peut-être 2 ou 3 ans. C'était assez compliqué parce que tout ce qu'on peut en lire jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt des coupures de presse ou des prospectus du Salon du Bourget, et on a du mal à décrypter. Le fait est que vers la fin, Dassault et McDonnell Douglas proposaient des avions très proches, mais finalement qui n'avaient pas le même design à l'état exact. Et vers la fin, si je puis dire, puisqu'il y a eu une fin, et on a même été jusqu'au Mercure 300, où là, Marcel disait je peux vous faire un trimoteur, moteur à l'arrière, avec une capacité 180-200 passagers, en disant que c'est une alternative à l'A310. Et là, véritablement, c'était les dernières cartouches. Ça fait beaucoup de moteurs par passager quand même. Hein. Oui, et puis surtout, 3 CFM56, effectivement. Et surtout, de telles modifications qu'en fin de compte, c'était un avion nouveau. Ouais. Donc là, 3 moteurs pour 150 packs. L'affaire était un peu pliée. Ouais. Le diamètre quand même de l'avion était de 3,90 m, c'est assez énorme. Hein. C'est un peu plus gros que le 737. Quoi. Oui, tout à fait. C'était un avion vraiment assez spacieux. Alors évidemment, 6 sièges de front, soudain il devient plus petit pour chaque siège, mais globalement quand même... c'est ce qu'on a dans le 737 aussi. Hein, oui, tout à fait. D'accord. Alors il y a un truc qui m'a étonné aussi, premier vol en qu'est-ce que j'ai dit, 69, c'est ça, en mai, fin mai, le 28 mai je crois. Avec Jean Coureau. Oui, 4 jours plus tard, présentation publique au Bourget. Ah oui. C'est fort ça quand même aussi. Hein. Alors oui, il fallait avoir confiance dans la bécane. Hein. Il fallait avoir une DGAC... conciliante aussi, Oui, probablement, forcément conciliante, plus le fait que la présentation, il n'a certainement pas fait des galipettes. C'est-à-dire qu'un avion de ligne, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a répété à chaque fois qu'il y a eu un crash, un avion doit être présenté dans le cadre exact de son mode d'emploi. Et donc, on répète à chaque fois, un avion de combat peut éventuellement faire des galipettes, un avion de ligne passe en palier à l'horizontale. D'accord. Ça n'empêche que tous les 10 ou 20 ans, on s'aperçoit qu'on voit un A380 faire des décollages sur l'aile, ou des choses comme ça. Le fait est qu'avec le Mercure, il a peut-être fait des passages en disant voilà, je vole. Je vole et voilà à quoi je ressemble. Et c'était déjà pas mal. Effectivement, 4 jours, c'est bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Il a fallu dépouiller tous les résultats du premier vol et puis d'autant que peut-être en faire un deuxième et direction le Bourget. D'autant qu'il avait forcément l'empennage à l'horizontale avant les modifications. Donc cet avion aurait pu être l'A320. Mais les circonstances ont été telles qu'il n'y a pas eu la crédibilité. La voilure devait être modifiée à cause des moteurs. Il fallait rallonger le train d'atterrissage un peu, fait beaucoup de choses. Plus le fait qu'on n'arrivait pas, il n'y avait pas cette option de se dire qu'on allait pouvoir modifier le moteur. Là où General Electric a accepté de couper la banane en deux et de faire 2 bananes latérales sur le 737, alors là, tu parles du CFM56. Le CFM56. Oui. Et la banane, tu nous expliques. Alors la banane, c'est l'ensemble
sur n'importe quel moteur de tous les accessoires, y compris les arbres de transmission vers les accessoires et le réservoir d'huile, qui fait que sur le dessous du moteur, il y a une excroissance qui peut faire, selon les moteurs, est légèrement ovoïde, hein, voilà, qui peut faire 20, 30, 40 cm en dessous du moteur. C'est en dessous, donc c'est évidemment à l'endroit où ça peut gêner. D'ailleurs, ça se voit très bien sur cette nacelle, déjà, on voit bien qu'il y a un bossage sur le dessous. C'est exactement ça dont il est question. Sur le 737, CFM 56-5, je crois, General Electric a dit « Ok, je vais vous faire 2 bananes latérales. » Pour le prix d'une. Et donc, ça c'est une séparation et une circulation d'huile révisée pour que la collecte d'huile qui se fait en dessous puisse se faire ailleurs. Parce que là aussi, comme je l'ai dit, si tu veux, un avion, de toute façon, fonctionne avec la gravité vers le bas. Donc tous les fluides ont tendance à descendre, qu'on le veuille ou non. Donc l'avion, on pouvait le mettre en œuvre depuis un aéroport sans passerelle, puisqu'il y avait l'échelle intégrée. C'est vrai. Tu as filmé, Martin, l'échelle intégrée au lieu de regarder les pneus là? Oui. Cela étant, rien ne dit que derrière la trappe de l'échelle intégrée, il n'y a pas... un cadavre? Non, il n'y a pas tout simplement le démontage de l'échelle intégrée pour alléger l'avion. Ah oui. Puisque pas sûr qu'Air Inter ait beaucoup utilisé cette échelle intégrée. Aussi pour rentrer des cadavres, non? Transporter de la drogue. Je peux pas te dire. Ou de la drogue, peut-être. Tu as vu qu'il manque un truc sur les pitot là? Bon, attention, alors cet avion, il est pas maintenu en état de vol, il est entretenu. C'est ce que tu m'as dit. Oui. C'est une association qui se trouve ici au Bourget, qui s'appelle IT Mercure, qui s'occupe de faire en sorte que cet avion fonctionne électriquement. Ah, quand même. Ce qui fait qu'il y a le groupe de parc ici, tous les mois ou tous les 2 mois, ils viennent et ils mettent l'avion sous tension. Et ils regardent ce qui va pas, et ils essayent d'arranger le coup pour que ça marche la fois suivante. Mais ils ont aussi participé à la rénovation, par exemple, du Mirage 4000. Très bien, ben on les félicite. Tu allais nous parler aussi de l'affichage tête haute dans l'avion. C'était le premier avion de ligne équipé d'un affichage tête haute. Oui, tout à fait. Dans la mesure où il était certifié pour être opéré en France, et la France n'a pas toujours le climat qu'on veut. Effectivement, au même titre que la Caravelle, qui elle aussi a fait des atterrissages tout en parmi les premiers, le Mercure était équipé avec directement. Le système Max Arrêt. Ouais. Le Mercure était directement certifié avec un système pas une collimateur, mais en tout cas une tête haute pour la visualisation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Oui, pardon. Alors donc, tous les Mercure 200, toute la série Mercure 200 allait plutôt vers des avions entre 66, 68 tonnes dans ces eaux-là, et ils allaient effectivement vers 4000 km, c'est-à-dire très précisément le point de départ de l'A320. Je te sens un petit peu chafouin, puisque c'est un bel avion qui aurait été... c'est une erreur de jugement à la base de Marcel. Hein. Oui. Il s'est un peu mis le doigt dans l'œil. Autant il était visionnaire dans le domaine des avions de combat, autant l'aviation de ligne, c'était un autre milieu qu'il ne connaissait peut-être pas aussi bien. Quoi. On l'aurait directement fait à 60 tonnes, avec un petit peu plus de surface et éventuellement un tout petit peu plus de gras sur le train d'atterrissage. On était vraiment capable de mettre le CFM 56 à l'identique ou modifié, et là il y avait moyen de rouler. Il y avait moyen de rouler, mais il y avait trop de modifications à faire, il y avait trop de bureaux d'études à faire, et surtout 10 avions, c'était pas suffisant pour trouver des investisseurs. Pour lancer la machine. On aurait pu avoir un winner, on a eu un loser. Il y a aussi autre chose, c'est que Marcel Dassault était quand même... de ce que je dis. Oui, complètement. Ouais. Marcel Dassault était quand même Non, c'est confisqué, tu es insolent. Il était bien installé dans les avions de combat, il faut bien reconnaître, il était bien actif. Et donc son chiffre d'affaires dans les années 70 n'était pas particulièrement en danger. Au même moment, Airbus, ils ne sont pas passés loin du sol sur l'A300B, l'A300B2. Heureusement que Pearson a réussi à fourguer une quarantaine d'Airbus à Eastern. Pearson, on n'en parle pas de Pearson, mais vraiment c'est le type qui a sauvé la boîte, je crois. Et donc, c'est à ce moment-là. Il les a loués $1 par mois, les avions. Ah oui? Oui, je crois, $1 symbolique par mois. Et c'était l'ancien astronaute Frank Borman, qui dirigeait Eastern à l'époque, qui a... Voilà. Ouais. Tiens, regarde un FOD. T'as perdu un boulon. Flûte. Cadeau. Je le cherchais. Au même moment, tu avais... sur Air et Couscous, c'était très simple. Tu avais chaque semaine le nombre de vols...
excuse-moi, Aerocosmos, tu avais le nombre de vols Concorde, le nombre de vols Airbus à 300 et le nombre de vols Mercure. Ils étaient dans la même page. Et chaque semaine, tu avais un renouvellement actualisé. Et Concorde et Airbus ne pouvaient pas s'arrêter parce qu'il y avait véritablement... C'était des programmes gouvernementaux, alors que le Mercure était un programme industriel. Et donc, c'est-à-dire sur fonds propres? Non, c'était pas sur fonds propres. Sur fonds Il y avait quand même des subsides de l'État. D'accord. Et d'ailleurs, le fonds de solidarité concernant l'avance sur remboursement, le gouvernement peut subventionner un constructeur et le constructeur s'engage sur chaque avion vendu à reverser une partie de la somme à la personne qui lui a prêté le fric. C'est complètement naturel. Avance sur remboursement. Ce procédé a été bénéficiaire depuis le début. Concorde était une catastrophe totale, Airbus était un succès total, Mercure a été une catastrophe totale de ce point de vue. Mais au total, le système fonctionne très bien, en ce sens qu'il a été positif. Il y a eu moins de Mercure fabriqué que de Concorde, hein, c'est ça qui est terrible. Oui, finalement. Tout à fait. Ouais. Ouais. Tu l'as pas dit ça. Alors que Mercure avait quand même un marché beaucoup plus important que Concorde. Donc Marcel quand même avait eu raison de s'imaginer pouvoir y arriver, mais il a mal visé le rayon d'action, clairement. Ce qui est étonnant, c'est que les personnes, est-ce qu'il y avait un service de la stratégie chez Dassault à l'époque, ou est-ce qu'il y avait des gens qui réfléchissaient pour voir loin, pour mettre un peu en doute ce qu'on croyait établi tu sais, ou alors est-ce que c'est Marcel dans son bureau du Rond-Point qui décidait? En 1970, Marcel Dassault avait une forte audience. Personnalité, d'une part. D'autre part, sur bien des fois, ses choix étaient particulièrement judicieux. Par exemple, le F1. Le F1C qui a été fait quasiment sur fonds propres après le F2, finalement, au moment où l'État, dans son sommeil, en pleine nuit, a sursauté en disant j'ai besoin de 100 avions pour suppléer au Mirage 3, il y a Marcel qui leur a dit ça tombe bien, le voilà, ils volent déjà. Et il y avait un ministre de l'Industrie qui avait dit à Marcel: les présidents des sociétés nationales viennent me voir. Les présidents des sociétés nationales viennent me voir avec des problèmes. Non, filme pas, c'est pas un Dassault. C'est pas le bon. C'est pas un Falcon. On va couper. Donc viennent me voir avec des problèmes, et vous êtes les seuls à venir me voir avec des solutions. En gros. Ouais. Alors cela dit, le marasme Mirage 3V, Mirage G, Mirage G8, ACF avait essentiellement pour origine des fantasmes de l'état-major de l'armée de l'air qui clairement prenaient leur désir pour des réalités, pour qu'à chaque fois, soudain, ils disent « Ah zut, comment je ne savais pas, comment se fait-il que c'est trop cher ?» Mais ça, il me semble me souvenir qu'on en a parlé dans une autre émission consacrée au Mirage F1, qui soit a déjà été diffusée quand vous regardez celle-ci, on ne sait pas, soit peut-être, elle sera. Ça le sera bientôt. Mais restez, abonnez-vous, tiens, j'en profite, abonnez-vous sur la chaîne Jumpseat, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est bien. Et puis c'est gratuit. Ouais, et c'est gratuit. Et rappelez-vous que cet avion est entretenu par l'association IT Mercure. Voilà. Et alors au fait, il me revient quand même un fait un petit peu rigolo, c'est que cet avion a été dirigé entre autres par Philippe Amblard et François Cordier. François Cordier, oui. Qui ont donc travaillé sur le Mercure dans les années 70. On les salue d'ailleurs. On les salue bien, oui, mais bon, malheureusement. Et il se trouve qu'à peine 15 ans plus tard, je les ai retrouvés ce coup-là, parce qu'avec le Mercure, j'étais pas là quand même. Je les ai retrouvés tous les deux sur le programme Hermès. Encore des winners là. Oui, tout à fait, sur le programme de la navette spatiale Hermès. Et le truc, la cerise sur le gâteau, c'est que le dieu romain Mercure a pour équivalent le dieu grec Hermès. C'est incroyable. Donc il se passe des trucs incroyables, effectivement. Tu vois, je ne regrette pas, quand je t'entends parler, je ne regrette pas de te payer quand même 2000 € la journée, parce que je pense que ça les vaut. Et j'ai un excellent souvenir de ces deux personnes qui ont été extraordinaires sur Hermès et qui m'ont laissé un souvenir impérissable. Bon. Donc, messieurs. C'était la séquence émotion. Absolument. Émotionne. Merci à tous, merci François pour cette belle anecdote finale.
Et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. On sera encore sans doute peut-être au musée de l'air et du Bourget avec du soleil. Mais comme ça sera à l'intérieur, ça ne changera rien en fait. Ça, on ne verra rien, Ça n'a effectivement. strictement aucun intérêt. À bientôt. Ok, à bientôt.